Pas du tout. Bonjour à tous, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Tassa Nialo. Donc Tassa Nialo est une autrice doctorante contractuelle au centre des études. Donc je vais vous présenter Tassa Nialo. C'est une autrice doctorante contractuelle au centre des études de recherche supérieure de la Renaissance. Elle est chargée de cours à l'UFR d'art et sciences du monde de Tours. Elle s'intéresse particulièrement à l'histoire naturelle, à la symbolique des plantes et à l'appropriation des savoirs sur les végétaux. Après des études à Tours, d'abord en lettres et en langue anglaise, puis à l'école supérieure d'art et de design, Tassa Nialo entre au centre d'études supérieures de la Renaissance où elle obtient un master en 2018. En 2019, elle débute un doctorat, toujours au CESR, et s'intéresse à la partie souterraine des plantes à l'époque moderne. Elle a publié plusieurs articles sur l'histoire des plantes et sur la question végétale dans notre société. Madame Tassa Nialo va maintenant vous parler de l'histoire des racines des plantes à l'époque moderne, à la fois comme aliments et médicaments et marchandises. Vous pourrez à l'issue de la conférence vous poser quelques questions. Merci d'accueillir chaleureusement Madame Tassa Nialo. Bonjour à tous, je m'appelle Tassa Nialo et je suis doctorante au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours sous la direction de Pascal Briouat, que vous aurez peut-être le plaisir, j'espère, d'écouter cet après-midi, et la co-direction de Concetta Penuto qui travaille beaucoup à la faculté de médecine de Tours. Donc je m'intéresse à la façon dont les hommes et les femmes ont utilisé, observé et représenté, cultivé, échangé les racines, les bulbes, les rhizomes et les tubercules. Donc c'est un peu un sujet d'étude étrange dans différents contextes culturels, sociaux et géographiques à l'époque moderne. Donc c'est de 1520, on va dire, jusqu'à 1740 dans mon cas. Et donc je cherche à comprendre les enjeux de cette partie du végétal qui est un peu pleine de sens symbolique, sensible, matériel et conceptuel. Donc je vais regarder beaucoup les sources comme des herbiers anciens, des traités de botanique, mais aussi des illustrations et des peintures. Et j'en profite pour ajouter que je participe à un programme de recherche du département des sciences et techniques à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Et donc je vais vous montrer la plupart des images aujourd'hui viennent de la BNF. Je vous invite à consulter d'ailleurs ce très beau site de la BNF. Donc je vais essayer de répondre partiellement, parce que c'est court, à cette question: pourquoi la racine était-elle considérée comme un remède médicinal majoritairement au XVIe siècle? Et pourquoi d'abord s'intéresser à la racine? J'aurais pu m'intéresser aux fleurs, c'est plus joli, aux feuilles aussi, c'est parfois plus joli. Mais il existe plusieurs raisons à mon choix. D'abord, un choix qui est quantitatif, puisqu'on va trouver dans les traités de botanique au XVIe siècle plus de 2855 fois le mot racine évoqué dans un premier traité, celui de Dioscoride, traduit par Matthiol, et puis plus de 1916 fois le mot racine dans le traité de Jacques d'Alichamps, qui est un autre botaniste du XVIe siècle. Donc il faut savoir qu'au XVIe siècle, entre le XVe et le XVIIIe siècle, on va dire surtout, plus de 80% des médicaments que les personnes consomment étaient à base de végétaux. Le reste, eh bien, il y avait à base d'animaux et de minéraux. Par exemple, vous connaissez peut-être le bézoard. Je vais vous en montrer un. C'est le bézoard, c'est une espèce d'ornement ici que vous voyez. C'est une pierre qu'on trouvait notamment dans l'estomac des chèvres après la non-digestion de certains éléments qu'elles avaient mangés. C'est un amalgame de matière non digérée.
Et par ailleurs, dans ces bézoars, vous aviez parfois des phytobézoars, c'est-à-dire que certaines chèvres ne digéraient pas toutes les matières végétales qu'elles consommaient. Donc, je vais évoquer quelques racines aujourd'hui avec vous. Pour revenir très rapidement sur les personnes que je vais mentionner aujourd'hui, je vais notamment mentionner Dioscorides, qui est un médecin de l'Antiquité. Il a publié en 90 après Jésus-Christ un ouvrage majeur qui va être repris de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Et son travail est donc une source essentielle sur les plantes de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est André Mathieu, que je vais citer aussi, qui a traduit son travail à la Renaissance. Autre personnage que je peux mentionner qui a donc découvert tout un tas de plantes depuis l'Antiquité, c'est Jacques d'Aléchamps qui a compilé tous les savoirs et il a décrit plus de 1700 plantes au XVIe siècle. Donc 2700 plantes, c'est énorme. Qui d'autre encore? Eh bien, il y avait aussi Léonard Fuchs, qui est un médecin allemand, qui au XVIe siècle a été très célèbre pour son ouvrage puisqu'il a publié, on va dire, 512 dessins, donc une cinquantaine d'espèces végétales, qu'il va faire illustrer pleine page. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez, mais ce sont des illustrations qui sont dans des grands ouvrages assez massifs, et illustrer pleine page au XVIe siècle, c'est très coûteux. Les ouvrages sont très chers à acheter. Donc voilà, ça peut. Donc, je vais vous montrer par exemple Léonard Fuchs, le voici, il est tout beau avec sa petite fleur à la main. Et il est accompagné, comme vous le voyez, sur des portraits de ses collaborateurs, qui sont les dessinateurs, copieurs, graveurs. Donc, vous avez Albrecht Meyer qui dessinait la plante du vivant. Vous avez Heinrich Vollmauer, des noms bien allemands, qui transférait les plantes sur des blocs de bois à partir du dessin d'Albrecht Meyer. Et ensuite, vous avez Veit Rudolf Speckle qui prenait les dessins de la matrice sur une matrice de bois, donc un bloc de bois, pour en faire des blocs de bois à graver, sur les ouvrages, les herbiers. Je vais vous montrer aussi une belle estampe. Alors c'est cette estampe-là qui est sur le côté ici, une apothicarie. Je l'ai zoomé un peu parce que je me suis dit que vous n'allez rien voir. Alors c'est une belle estampe du XVIIe siècle qui à la base sert d'outil diplomatique de la propagande politique, puisque là on est en plein contexte de la Ligue d'Augsbourg. Alors qu'est-ce que c'est que la Ligue d'Augsbourg? C'est une alliance en 1686 de la plus grande partie des pays européens contre la France, depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Mais c'est pas trop ça qui m'intéresse, c'est plus l'apothicarie, puisque là on y voit, outre les pays de la Ligue qui sont personnifiés, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit l'anglais, le hongrois, l'espagnol, etc. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les outils, les instruments de l'apothicarie que vous voyez ici. Donc vous avez par exemple les pots en faïence dans lesquels on conservait les substances végétales, animales, minérales, plus ou moins bien, si vous en doutez. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les techniques de conservation de cette époque, mais il n'y en avait pas 36 000. Et l'une des principales, c'était de sécher les matériaux, les substances végétales ou animales. C'était comme ça qu'on conservait le mieux. On voit aussi sur cette estampe un alambic tout en haut. On voit un pilon avec lequel on écrasait les plantes, et principalement d'ailleurs les racines qui étaient souvent écrasées pour en faire des poudres. Et vous avez donc dans l'alambic, je ne sais pas si on voit bien, là-haut, vous avez un foyer avec du feu. Donc on distillait des matières végétales pour en extraire une matière et en faire des substances, la base des remèdes finalement. Vous avez aussi sur le côté un meuble, une sorte de cuisinière avec des trous, des bassines pour faire cuire les végétaux. Ça rappelle un peu le meuble de cuisine qu'a évoqué hier Florent Kellier, le meuble potager. Et puis en bas, en dessous du mollet très galbé du hollandais, vous avez un autre alambic et puis une panière avec un reste de récolte de végétaux. Donc voilà, c'est un peu tous les outils qui permettaient de fabriquer les remèdes médicinaux à cette époque, entre le XVIe et le XVIIe siècle. Donc qui étaient les apothicaires? C'était des précurseurs des pharmaciens
qui préparaient et vendaient les breuvages, les médicaments pour les malades. Donc au XVIe siècle, ils faisaient partie d'une corporation, la corporation des épiciers et apothicaires, et ils utilisaient des vases en faïence ou en verre pour conserver les drogues qu'ils pesaient dans une balance. Alors ils disposaient d'antidotaires, ce sont des recueils de remèdes médicinaux, souvent d'ailleurs d'origine grecque et arabe. Ils fabriquaient donc des sirops, des juleps, des poudres, des terrièques, donc ce sont des termes d'apothicaires, et d'autres préparations à base de plantes. Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, ils disposaient, comme on le voit ici, d'une boutique dans laquelle ils vendaient leur matière médicale et ils suivaient les principes de la médecine galénique. Qu'est-ce que c'est que la médecine galénique? Et bien en fait, c'était lié à la théorie des humeurs et on va le revoir juste après. Et ils vendaient leurs remèdes à des prix très variables. Ça pouvait aller du pas cher du tout à un prix exorbitant. C'était selon en fait la rareté du végétal ou de la matière animale et minérale. Par exemple, vous imaginez bien que de l'or ou du lapis lazuli qui était utilisé comme remèdes médicinaux, ça coûtait très cher. Et puis aussi en fonction de la complexité de la préparation. Donc, plus il y a d'étapes dans la préparation, plus le remède est coûteux. Certains remèdes étaient aussi considérés comme secrets, c'est-à-dire qu'ils bénéficiaient d'une protection royale ou pontificale qui lui conférait une valeur supplémentaire. Ils avaient par exemple certains monopoles, les épiciers avaient le monopole du sucre. Les apothicaires devaient respecter les règles de l'art et se soumettre aux visites et au contrôle des autorités sanitaires. Par exemple, en majorité, les contrôles sanitaires étaient faits par des médecins. Ils devaient respecter des tarifs qui étaient élaborés par les autorités locales. Et puis, quoi d'autre? C'était un métier étroitement surveillé. Pourquoi c'était étroitement surveillé? Parce que la santé, c'est le pouvoir de guérir ou aussi le pouvoir de tuer, et la santé, c'est politique. Donc de mon côté, aujourd'hui, je vais parler des racines. Et ce qui m'a intéressé dans le cadre de ma thèse, c'est qu'on constate qu'à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, on voit une baisse du nombre de remèdes à base de végétaux dans les traités de botanique. Pourquoi? Il y a deux hypothèses. Une première hypothèse, quant à la disparition de l'utilisation de ces racines dans les médicaments, c'est que finalement, grâce aux avancées de la chimie et de la pharmacologie, notamment au XVIIIe siècle, on a pu distinguer les espèces entre elles et dire si elles avaient vraiment des vertus thérapeutiques ou non. Donc on peut imputer ça à cette diminution à des avancées scientifiques majeures. Au XVIe siècle, le commerce des remèdes médicinaux et des plantes médicinales était très diversifié et florissant. Ça rapportait beaucoup d'argent d'être apothicaire. Les apothicaires détenaient un monopole, comme je le disais, sur les drogues qui étaient pesées au poids, mais ils étaient concurrencés par divers corps de métier, des herboristes qui, eux, n'avaient pas le statut d'apothicaire, des colporteurs qui vendaient avec le panier sur leur dos les végétaux, et des charlatans, il y en avait pas mal, qui proposaient toutes sortes de produits à base de plantes, brutes ou transformées, simples ou composées, et légalement ou illégalement. Les plantes médicinales provenaient principalement du bassin méditerranéen, parce que c'était la flore qui était la plus riche à l'époque, et aussi la plus connue, puisque tous les traités qu'on avait, c'était des traités grecs et arabes. Alors comment on allait ramasser les plantes à cette époque? On avait soit des jardins botaniques qui étaient donc domestiqués, soit on allait cueillir les plantes à l'état sauvage. À quoi servaient la plupart de ces remèdes? Eh bien, donc, à guérir des maladies courantes ou graves, mais aussi à cette époque des épidémies. Vous connaissez peut-être tous ces phénomènes d'épidémie de peste, et puis également on pourrait dire conjurer le mauvais sort, parce qu'à l'époque, on avait encore cette croyance-là. Donc il reflétait une vision particulière de la maladie et de ses causes, mêlant savoir empirique, c'est-à-dire des savoirs par l'expérience, et des théories humorales héritées de l'Antiquité. Donc je vous l'avais mis un schéma de la théorie humorale qu'on retrouve sur Wikipédia. La théorie humorale, c'est dire que la composition du corps et des choses vivantes sur Terre est faite de ces différentes compositions, ces différentes humeurs, donc la bile jaune, la lymphe, le sang, la bile noire, le chaud, le sec, l'humide et le froid. Donc peut-être vous, par exemple, puisque vous êtes des élèves
très sérieux, vous êtes plutôt mélancolique et vous avez un peu de bille noire ou un peu de colère, on ne sait pas trop. Mais voilà, ça dépendait de votre composition, de qui vous étiez. Et à partir de là, on vous donnait des remèdes en fait, pour corriger, rééquilibrer votre humeur ou ce qu'on pourrait appeler vos excès d'humeur. Donc ça vient un petit peu de là, ces expressions aujourd'hui. La seconde hypothèse quant à la disparition des remèdes végétaux à l'époque moderne, petit à petit, ça se fait très très progressivement, c'est que en fait, la plupart des médecins et des malades ne trouvent pas les racines des plantes localement à côté de chez eux. C'est compliqué, ils ne vont pas faire 300 km comme on ferait aujourd'hui facilement pour aller trouver des médicaments. Donc par exemple, comme les médecins s'inspirent d'une pharmacopée grecque et arabe, ça ne va pas parce qu'en Angleterre, vous n'allez pas trouver les plantes grecques et arabes, en Suède encore moins. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver des médecins et des naturalistes, c'est ceux qui décrivent les plantes, qui vont commencer à décrire des plantes locales. Vraiment, c'est littéralement des plantes qui sont à côté de chez eux, donc quand ils sortent de chez eux, dans le jardin d'en face, dans le jardin d'à côté. Donc Léonard Fuchs, par exemple, ce médecin allemand, a décrit des plantes locales allemandes, du Saint-Empire à cette période, et il a aussi décrit des plantes américaines au XVIe siècle, mais plus comme des curiosités que des remèdes au départ. Et bien que petit à petit, au fur et à mesure des explorations, des colonisations des Amériques ou des Indes orientales, plutôt vers l'Asie, et puis au fur et à mesure aussi qu'apparaissaient des maladies inconnues, surtout des fièvres. Vous connaissez peut-être la syphilis ou des fièvres comme le typhus, des choses comme ça. On croit d'ailleurs arriver des pays qu'on va coloniser ou des îles qu'on va coloniser, alors qu'en fait, ça vient plutôt d'Europe. Et bien, comme tout ça émerge, et bien de nouveaux traitements viennent garnir la pharmacopée européenne. Même si, bien sûr, ces traitements étrangers sont très coûteux. Alors, à quoi servent les... Donc là, je vous ai mis des cartes. C'était des cartes des explorations. Donc là, l'Amérique, les Indes, l'Afrique, les cartes de l'époque. Donc, à quoi servent les racines? Parce que c'est quand même la question centrale. Quand on voit surtout des choses aussi banales que le navet, la roue ou le réfort, on se demande à quoi peut bien servir une telle étude. Eh bien, à l'époque moderne, tous les naturalistes sont d'accord pour dire que la racine, comme on le sait aujourd'hui, c'est l'organe vital qui maintient la plante en vie et qui la maintient fixée au sol. Ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, la proximité de la racine de la plante avec le sol, parce que la racine est littéralement dans le souterrain, fait que la plante est envisagée en bas de l'échelle des choses de la nature. Donc, je vous ai mis une petite image d'une scala naturae, c'est-à-dire une échelle des êtres de la nature. Et vous voyez par exemple ici que les végétaux sont tout en bas. Au-dessus, vous avez les animaux qui touchent le sol. Ensuite, vous avez les animaux dans les espaces maritimes, les rivières, puis les animaux qui volent, les êtres humains, les anges, les saints sont tout en haut, les corps célestes encore plus tout en haut. Et vous voyez que les plantes sont presque en train de toucher les enfers, qu'on voit bien dessiné ici. Enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est assez effrayant l'enfer à cette époque. Donc voilà, le problème c'est que voilà, ces plantes on touche en tout cas au souterrain. C'est une hiérarchisation de tous les êtres vivants et non vivants, animés et inanimés. Et donc c'est issu d'une pensée chrétienne, mais aussi de la pensée antique d'Aristote, qui est reprise à la Renaissance. Donc qu'est-ce qu'une racine d'un point de vue philosophique et ontologique? Eh bien c'est plutôt quelque chose de vil, de médiocre, de bas étage, comme on le voit ici. Et par contre, elle est utilitaire, elle doit servir à l'être humain selon le dessein Eulienne Vision. Donc il y a par conséquent deux usages, on peut dire, de la racine à travers cette conception de la cosmologie européenne. D'abord, on donnait beaucoup les racines, comme le navet, ces racines-là en tout cas, aux animaux, au bétail, dans les fermes. On les consommait, pardon, excusez-moi, j'ai plus de voix. On les consommait aussi en jours de carême, donc les jours maigres, là où on consommait de la viande maigre, du poisson ou des légumes. Et puis également, qui est-ce qui les consommait? Des ermites ou des religieux,
qui avait choisi volontairement l'ascèse, le jeûne, comme mode de vie. On remarque aussi beaucoup de commentaires dans les ouvrages imprimés de l'époque au sujet des moments de crise et de famine, qui étaient quand même assez fréquentes à l'époque moderne, puisqu'on avait des périodes de guerre, de sécheresse, et puis des périodes froides, des périodes, on va dire, un peu glaciaires, de très longues périodes de gel qui vont réduire sévèrement les récoltes. Et donc on peut lire dans ce document que les habitants et les habitantes en état de crise en étaient arrivés à manger les racines, tellement ils avaient faim. Et puis aussi les racines, c'est ce qu'on va manger aux esclaves, mais ça on va y revenir après. Autre usage donc de la racine, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça devient un remède. Remède ou poison. Parce que, c'est ce que nous allons voir un peu plus tard, en fait, le végétal, on peut y trouver, notamment dans la racine, une grande majorité des alcaloïdes ou terpènes, ce sont des molécules qui ont un effet sur les êtres humains et sur les animaux. Et on appelait les végétaux, les remèdes végétaux, des pharmacones. Qu'est-ce que c'est qu'un pharmacone? À l'origine, c'est un mot grec dans lequel subsiste une ambiguïté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, il y a une dualité dans la plante, on ne sait pas si ça va vous guérir ou si ça va vous tuer à petit feu. C'est ça le problème. Donc ça, c'est toujours moins sympathique. Mais alors, comment peut-on savoir, sans la chimie, sans l'extraction de molécules, comment une plante avait des vertus médicinales? Eh bien, la réponse, elle est dans les livres, puisque les médecins et les naturalistes se lient aux autorités anciennes. C'est-à-dire qu'ils allaient lire les Grecs et les Arabes. Donc vous, par exemple, vous iriez lire Wikipédia ou aujourd'hui ChatGPT, ça dépend comment vous faites votre travail. Si vous iriez lire la fiche biographique d'un personnage de l'histoire, eh bien eux, ils allaient vérifier dans les ouvrages grecs et arabes. Tout ça, ça servait à aller fact-checker, comme on dit aujourd'hui, vérifier et affirmer qu'une racine avait bel et bien des vertus quelconques. Donc je vais vous montrer parmi les théories qui ont servi aux savants pour comprendre qu'une racine avait des vertus thérapeutiques. Je vais vous montrer la théorie des signatures, la théorie des signes, qui est une doctrine qui affirme que l'apparence d'une plante révèle leur usage et leur fonction, notamment dans le domaine médical. Selon cette théorie, les plantes qui ressemblent à certaines parties du corps humain ou à des animaux ont le pouvoir de soigner les maladies qui les affectent eux, soit les animaux, soit les êtres humains. Donc par exemple, il y a une plante qui s'appelle la pulmonaire, tout simplement parce qu'elle ressemble à un poumon. Cette théorie, elle a été systématisée par un monsieur qui s'appelait Paracelse. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Et il a évoqué cette théorie dans un principe en latin, similia similibus curantur, c'est-à-dire le semblable soigne le semblable. Et elle a été poussée à l'extrême, comme on le voit ici, par Giambattista della Porta, dans son ouvrage qui s'appelle Phytonio Monica, qui contient de nombreuses gravures d'analogie avec des insectes ou des parties du corps humain. Donc on voit ici par exemple des racines qui ressemblent à des scorpions ou des carapaces de crustacés. Donc, à votre avis, à quoi servaient ces racines? Dans l'esprit des médecins, eh bien ça servait contre le venin des insectes ou des différents animaux venimeux. La racine qui ressemble à des gros doigts ou des grosses mains, eh bien là, étonnamment, ça vient guérir les mains aussi, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est très spécial comme théorie. Il y a d'autres plantes qu'on va évoquer juste après, par exemple la racine de mandragore, qui est un petit homme, la fleur de pavot, qui est une femme endormie, la feuille de marronnier, qui est une oreille, qui ressemble à une oreille. C'est ça la théorie de l'analogie. Et pourquoi j'ai mis aussi la planche anatomique juste à côté, c'est qu'on voit que la circulation du système, la circulation sanguine, cette illustration-là, ressemble beaucoup à un système racinaire, et ce n'est pas anodin, ça va inspirer beaucoup aussi les médecins qui vont faire beaucoup d'analogies par rapport au système racinaire. Il faut savoir que pendant l'Antiquité, à l'époque de Galien ou de Dioscoride, le végétal se charge petit à petit de couches symboliques et culturelles. Donc il y a des livres à lire, mais très peu, et il y a surtout une tradition de l'oralité qui permet de transmettre les remèdes d'un médecin à un élève en médecine. Donc cette oralité passe par des stratégies diverses, donc il y a la pratique,
qu'on pratique la médecine. En général, c'est quand même complexe à mettre en place, parce qu'il faut des patients, il faut des malades. Et puis, il y a la transmission par le récit d'histoire des plantes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fameuses histoires, devenues parfois légendes ou mythes, à tel point qu'on finit par se souvenir de leur histoire extraordinaire aux plantes. Et donc cela permet aussi de se souvenir de l'utilité médicinale de certaines plantes, mais par contre l'histoire extraordinaire des plantes, on sait bien que c'est plutôt, ça tient du mythe et de la fable, ça n'existe pas. Puisqu'en effet, croyance, occultisme, magie naturelle, ce qu'on appelle la magie naturelle, tout cela se mélange encore à la Renaissance. Et au Moyen-Âge, jusqu'au Moyen-Âge, les copieurs et dessinateurs, vous le voyez ici, dans des manuscrits, copiaient, ne rompaient pas du tout avec cette tradition orale, et au lieu de dessiner des plantes qu'ils observaient dans les jardins ou dans la nature, eh bien ils les façonnaient à l'image des récits qu'ils connaissaient ou qu'ils avaient entendus. Donc ici vous avez une petite main, une petite tête avec des tentacules, ça ressemble plus à des tentacules qu'à des racines. Hein. Et donc je vous laisse imaginer à quoi servaient ces racines, et bien évidemment à soigner les maladies de la tête et à soigner les maladies des mains toujours, hein. Il y avait beaucoup de problèmes de mains, j'ai l'impression. Et les racines depuis la Grèce antique sont récoltées, alors je vous montre, par des ouvriers ou des ouvrières, ce qu'on appelle des rhizotomes. C'est un mot grec. Qu'est-ce qu'ils font les rhizotomes? Littéralement, ils cueillent les racines, ils récoltent. Et ce métier n'est pas réservé aux hommes, il est aussi exécuté par des femmes, comme on le voit sur ces illustrations du Tacrinum Sanitatis, qui est un ouvrage médiéval. Alors, je vais vous montrer la phase d'observation est devenue très importante à la Renaissance. Donc ça, c'est la phase d'observation, c'est la première phase, parce qu'après, il y a une phase d'extraction à l'époque moderne, et cette phase d'extraction, elle est plus inquiétante pour les écosystèmes par la suite. Donc ici, vous voyez des très belles illustrations botaniques pleine page dans l'ouvrage de Léonard Fuchs, et il a choisi de représenter le chou et la coloquinte, qui sont deux légumes tout à fait banals, avec leurs racines. Et là, vous allez me dire, on s'en fiche des racines du chou et de la coloquinte. Mais en fait, les dessinateurs ont devant leurs yeux les vrais spécimens végétaux. Donc ils dessinent ce qu'ils voient. Ils dessinent le spécimen avec les racines. Bon, des spécimens vivants, à moitié vivants, parce que quand même arrachés du sol. Donc cela change un peu des représentations fantaisistes qu'on a pu avoir auparavant. Par exemple, ici, vous avez une plante qui est dessinée avec un petit serpent autour de sa tige, parce que qu'est-ce qu'elle soigne, cette racine? Eh bien, elle soigne les venins de serpent. Une racine avec un petit visage, un peu raté, de qualité médiocre, on va dire. Et puis une racine encore plus médiocre après, à côté, qui est en forme de spirale. Comment font les naturalistes pour décrire? Eh bien, ils observent, ils utilisent leur sens. Les naturalistes, ils vont goûter, sentir, toucher, observer la plante de la même façon que les médecins vont venir goûter, sentir, toucher, observer les excréments des malades. Donc les urines, le sang, la sueur des patients. Ça, c'est une constante corporelle et matérielle qui est essentielle pour le diagnostic et la prescription médicale à l'époque moderne. Donc de ce fait, les couleurs, l'aspect, les formes, la texture des plantes sont plus naturalistes et plus réalistes, comme vous le voyez à partir du XVIe siècle. Cette véracité dans l'image permet aux auteurs de trancher, de s'éloigner de ce qu'ils considèrent désormais comme des affabulations comme ça, des contes, des légendes. Et peut-être aussi à cause, je vais vous montrer pour illustrer ça une fameuse mandragore que vous connaissez peut-être parce que c'est évoqué chez un apprenti sorcier dans une école britannique célèbre. Donc voilà cette mandragore. Pourquoi j'ai mis le navet à côté, le raccoon à côté c'est le navet? Parce qu'en fait il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord la forme. La forme de ces racines pouvait prêter à confusion. Certains disaient que la forme longue prêtait à la racine des vertus aphrodisiaques. Et je vous laisse imaginer pourquoi. Là, il faut imaginer. On disait que ces racines pouvaient amener chez celle ou celui qui largèrent des sentiments de paillardise. Je reprends les termes de l'époque. Et puis certaines racines oblongues, j'essaye d'être délicate avec mes mots, avaient la vertu de donner des enfants mâles plutôt que des enfants femelles, selon les mots des traités botaniques, bien sûr. Et là encore, c'est lié à la forme. Une autre raison
c'est que pourtant, navet et mandragore n'ont pas eu la même destinée. L'un est devenu, le navet, un légume un peu vil, et la mandragore a été vendue, voire survendue, très cher pour ses vertus légendaires. La mandragore guérissait un peu de tout. C'est ce qu'on appelle une sorte de panacée. Puisque certains auteurs disaient, d'ailleurs c'était des auteurs qui disaient que cette plante avait été décrite dans la Bible, qu'elle pouvait guérir tout un tas de maladies, notamment l'infertilité. Et donc amener, là aussi, je vous rappelle le terme, à paillardise, donc aux relations rapprochées. Donc on voit ici sur l'image, sur le côté du manuscrit, Tacunum sanitatis toujours, une illustration d'une mandragore qui est dans le sol, la racine est dans le sol, et à la forme d'un petit bonhomme humain. Et elle est accrochée à la leste, à la corde d'un chien, et à côté vous avez un homme qui se bouche les oreilles, parce que donc la mandragore, comme vous le savez peut-être sûrement, eh bien elle crie, elle hurle, donc ça c'est une légende, hein, ça n'existe pas, elle a un cri strident et mortel, et puis aussi elle fait une flamme et des étincelles quand on la sort, c'est vraiment très spécial. Et donc, si l'humain l'arrache, l'humain meurt. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver quelque chose pour sacrifier la plante. Et le sacrifice, eh bien, c'est le chien. Paix à son âme. Je vais vous mettre aussi alors, que cela pouvait être... Alors là, il y a des petites illustrations de mandragore assez moches. Hein. Vous voyez la qualité des dessinateurs et des copieurs. Hein, ce n'est pas souvent leur compétence première de dessiner. Je vais vous montrer aussi que ce n'était pas évident de reconnaître les plantes par les copies successives des dessins au Moyen-Âge. Alors vous voyez ici encore des dessins d'une qualité un peu médiocre. Enfin, je vous les juger, c'est pas moi, hein, c'est un critère esthétique là. Même si j'aime bien un peu leur petit côté, on va dire naïf, on dirait plus des Pokémon plantes qu'autre chose. C'est d'ailleurs un aspect de l'analyse des racines. C'est qu'on leur prête des attributs anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'on croit qu'elles ressemblent à des parties du visage humain, du corps humain. Donc voilà, par exemple, encore la main et puis des racines. Vraiment, je vous mets au défi de trouver quelles étaient ces plantes à l'origine. Hein. Donc voilà. Cette position anthropomorphique, on la retrouve dans des ouvrages qui décrivent des plantes. Donc par exemple, ici, on revoit les petites mandragores, la mandragore femelle, la mandragore mâle, des racines qui ressemblent à des petits êtres humains. Voilà, c'est vraiment l'imagination qui joue. Hein. Et on la retrouve aussi, cette position humaine, dans des traités qui parlent des Amériques. C'est ce phénomène des explorations coloniales, commerciales ou savantes entre le XVIe et XVIIIe siècle qui va transformer considérablement la pharmacopée européenne. Et ça va rebattre les cartes quant à la survie des patients face à des maladies à l'issue inconnue, telles que la syphilis ou des fièvres diverses. Donc vous voyez ici deux racines. L'une à gauche, c'est le manioc. Alors là, il faut la reconnaître aussi. Et à droite, c'est la racine de Michoacán. Donc le manioc, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, je pense que vous savez que c'est une racine aujourd'hui alimentaire, qui est l'une des racines les plus utilisées au monde, notamment dans les suds. Et vous voyez ici sa position debout, un petit peu sur le modèle mythologique de la mandragore qu'on vient de voir, avec ses branches et son feuillage qui la couronne. Donc une position un peu christique, hein, un peu en croix. Et derrière, il y a une racine allongée lascivement par terre, proche d'une position quasi humaine. À droite, donc la racine de Michoacán. Qu'est-ce que c'est le Michoacán? C'est une partie, c'est une région du Mexique d'où vient la racine. Et là aussi, elle a une position intentionnellement debout, parce que c'est plus proche du portrait humain, du portrait de plante, qu'un dessin botanique pur. Le Michoacán, qu'est-ce que c'est comme racine? C'est pas une racine alimentaire comme le manioc. Le Michoacán, c'était une racine purgative qui servait, on disait, à baisser les fièvres en évacuant les matières, les humeurs trop abondantes dans le corps. Si on mange trop abondamment la racine de Michoacán, je pense que vous ne sentirez pas très bien. Ça fait de sévères intoxications. En tout cas, ça fait de sévères ballonnements. Dans la réalité, le manioc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, en fait. Le manioc, c'est par ailleurs un poison si on ne le prépare pas, puisqu'on doit préparer suffisamment spécifiquement cette tubercule pour la consommer, pour qu'elle soit comestible et sans danger. Je vous mets au défi d'essayer de manger une pomme de terre crue que vous n'auriez pas cuite et vous m'en direz des nouvelles. C'est la même chose. Donc on laissait ce travail et ces étapes pénibles de préparation à, comme vous le voyez ici, des esclaves dans les colonies.
Et de même, on nourrissait les populations d'esclaves de manioc. C'est ainsi que le manioc est arrivé petit à petit dans toutes les autres colonies du monde. Pourquoi on cultivait le manioc comme ça? C'est une racine. Bon. Eh bien, le manioc, c'est une source peu coûteuse en glucides. C'est-à-dire que ça, c'est quand même alimentairement intéressant. C'est très utilisé en Amazonie par les femmes amérindiennes qui préparaient depuis des siècles ce manioc. Le tubercule est très amer. Pourquoi? Mais là, je ne suis pas botaniste, donc je m'excuse pour la prononciation. Le manioc contient des glucosides cyanogéniques toxiques, de la linamarine et de la lotostraline. Et si on croque dans la racine crue, on libère les molécules de défense, comme l'a évoqué la conférencière hier, Madame Divarche, de l'acide cyanhydrique, ce qui peut entraîner, par sa toxicité aiguë, une mort très rapide ou une paralysie du corps. Donc ça, c'est quand même vraiment pas très cool. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer la racine par de nombreuses étapes. Quelles sont les étapes? Il y a la cuisson dans l'eau, il y a le séchage au soleil, l'épluchage, parce que la peau contient toutes les matières toxiques. On fait aussi le blanchiment par eau bouillante. On retire la substance cyanogène et l'amertume. Et on peut aussi fermenter la racine. C'est quand même beaucoup d'étapes. Et vous voyez ici, par exemple, le personnage ici, l'ouvrier, va râper la racine pour l'éplucher. Ça donne la farine de tapioca, par exemple. Donc on fait du pain avec cette racine. Alors, remède ou poison la racine? C'est bien ce qu'il faut se demander. Je n'ai pas pu vous montrer l'entièreté de mon corpus, hein, mais il existe un grand nombre de racines toxiques. Pour n'en citer que quelques-unes, je suppose que peut-être vous connaissez les racines d'élébore, qui sont les élébores noirs ou les élébores blanches, qui sont très utilisées comme poison. Enfin, je ne vous conseille pas d'utiliser, hein, c'est pas un conseil du tout. La racine de napel, on appelle aussi l'aconite tulou. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et l'aconite tulou, elle porte bien son nom. Hein. Elle tue, mais pas que les loups. Dans certains cas particuliers, et spécialement pour les racines venues des colonies, parfois la plante, elle est transportée jusqu'au vieux continent, mais pas en entière. Des échantillons, des morceaux de racines. La complication des voyages ou la récolte de la plante font que quelquefois, les naturalistes européens se retrouvent à ne pouvoir observer que des bribes, des morceaux séchés de racines. Donc comme ici, le dessinateur n'a pas la plante entière devant les yeux, il ne peut pas la dessiner en entière, donc on voit l'échantillon qu'on va trouver chez les apothicaires, mais aussi dans les cabinets de curiosité, parce que c'est la grande époque des cabinets de curiosité. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est la racine de Chine et la racine de Galanga. Alors on les trouve beaucoup dans les colonies des Indes orientales, donc vers l'Asie, mais elles vont être importées par des Portugais et des Espagnols aux Amériques. Donc on va les retrouver cultivées, notamment dans des régions comme le Brésil. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces racines? Ce sont des racines qui sont très coûteuses. Moi, j'ai regardé dans des fonds des archives espagnoles et ces racines-là sont tellement coûteuses qu'elles ne sont utilisées presque jamais, ou alors par des élites qui ont les moyens de guérir des maladies dont l'issue est souvent fatale. Et on voit par exemple dans une source importante que vous connaissez peut-être, le journal de santé de Louis XIV, que celui-ci a l'occasion d'être un très bon cobaye de tester des racines étrangères. Et également aussi les têtes couronnées d'Espagne testent aussi tous ces petits matériaux étrangers et apparemment ça fonctionne, en tout cas c'est mieux que les dizaines de saignées par jour que les pauvres devaient endurer. Qu'est-ce qui explique qu'on voyait une plante dans la nature et qu'on pouvait se dire tiens, je vais utiliser la racine alors que celle-ci est enfouie sous la terre et qu'on ne la voit pas? Eh bien, cela peut s'expliquer par la vision qu'on avait du monde auparavant. Cette vision que nous avons, on l'a un peu perdue aujourd'hui. C'est la vision écosystémique, c'est la vision des écosystèmes. C'est une approche, une représentation du monde et de sa cosmologie, donc c'est un tout. C'est holistique. C'est une vision qui fonctionne dans un environnement et la plante est ainsi liée à tout le reste. Elle est liée aux animaux, aux végétaux, aux êtres humains, à son milieu, humide ou sec, à son climat, froid ou chaud, au sol comme à l'air. Donc, les effets qu'elle a sur les hommes ou les animaux sont des fonctions qui les font entrer dans la sphère de l'aliment ou du remède. Cette interrelation des racines souterraines fait
on ne peut pas, à cette époque-là, exclure la racine des usages, parce que même si c'est un organe souterrain de la plante, elle fait partie d'un tout. Et donc, elle fait partie des usages communs des hommes et des femmes au quotidien. Donc voilà, je vous remercie. La théorie des humeurs, c'est resté très longtemps, mais en pratique, c'était vraiment pas pratiqué tel quel comme dans les livres, mais ça a persisté encore jusqu'au 19e siècle. On dit qu'il y a même une résurgence de la théorie humorale, avec un néo-hippocratisme, on appelle ça, c'est des termes de la spécialité. Et donc, c'est resté très latent, mais néanmoins, on peut quand même évoquer que ça a disparu petit à petit, et que comme cette théorie des signes, des analogies, des choses qui se ressemblent et qui ne sont pas une théorie des contraires, par exemple on soignerait le chaud par le froid, eh bien ça a un peu remplacé. En tout cas ça s'est confronté et ça s'est entremêlé, donc on peut dire qu'il y a vraiment un changement, on va dire, dans la médecine à cette époque dès le XVIe siècle, quelque chose qui change. Voilà. Par ailleurs, dans les pièces de théâtre, pièces comiques, on a souvent des critiques des apothicaires et de leurs patients. Est-ce que c'est un phénomène répandu, la moquerie par rapport au... Oui, c'est vrai que c'est comme dans l'estampe que j'ai montré, vous avez Pasquin et Marjoriot qui sont deux figures, la pasquinade, donc c'est vraiment une caricature comme on trouve chez Charlie Hebdo ou Canard enchaîné. Et là, vous avez cette fonction de l'apothicaire qui est un peu critiquée parce qu'on ne sait pas vraiment ce que va faire l'apothicaire. En fait, il a fait un truc tellement spécifique, il a des plantes que les gens ne comprennent pas trop le fonctionnement. Il a le pouvoir de tuer ou de guérir. Et donc, de ce fait, il est critiquable parce que ce pouvoir-là, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et qu'on va se moquer de lui parce qu'il peut nous vendre aussi des choses un peu de type charlatan, donc des fausses racines de mandragore, ça il y en a plein. C'est-à-dire qu'on va graver dans des racines de brionne ou autres types de racines des petits bonhommes pour faire croire que c'est une racine de mandragore, alors ça n'est pas. Donc voilà. Certaines régions d'Europe, puis aussi de certaines plantes qui étaient utilisées à l'époque de l'esclavage, etc. Sachant que, puisque j'ai eu un ami qui a eu la chance de travailler sur le thème, les esclaves n'allaient pas chez le médecin et ils utilisaient plutôt des plantes que peu connaissaient et qu'ils pouvaient retrouver dans des endroits où ils étaient exportés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un héritage sur le continent européen? Est-ce qu'il y a réellement des choses qui étaient utilisées à l'époque, aujourd'hui sont peut-être réutilisées aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que c'est une très bonne question. Ça tenait de l'automédication, et donc c'est quelque chose qui est très important parce que l'automédication c'est pour les esclaves, mais c'est pas que, c'est aussi pour toutes les populations qui n'ont pas accès aux médecins, et ça reste la majorité des gens, même sur le continent européen.
Et donc, une partie des plantes qui ont été observées dans les colonies par les naturalistes européens vont être décrites, mais lorsqu'elles avaient un intérêt pour les Européens, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plantes qui vont être silenciées, effacées du savoir. Par exemple, les plantes abortives, des plantes qui ont justement un effet toxique et peut-être mortel pour l'être humain, tout ça, ça va être un peu dessus et on ne va pas trop savoir. Ça ne va pas être transféré dans la pharmacopée européenne. Donc il y a des choses qui sont silenciées et tues du fait de cette situation coloniale, et d'autres qui vont entrer dans la pharmacopée, d'abord pour des élites, et aujourd'hui qui sont, dès le 19e siècle, avec vraiment la chimie. Et aujourd'hui, on peut trouver des plantes qui viennent des îles, par exemple les Antilles ou tout l'espace Caraïbe, où les plantes sont étudiées de nouveau par les laboratoires de pharmacologie dans leurs aspects historiques et leur aspect actuel. Voilà. Merci. Bravo.